Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce nouveau numéro des carnets de projet. Je suis Charlène Pallard et j'anime la communauté Nouvelle-Aquitaine sur la plateforme La Place. Donc une plateforme qui réunit actuellement plus de 300 membres, des acteurs qui innovent pour faciliter l'accès aux compétences des publics peu ou pas qualifiés. Et je vous invite à rejoindre d'ailleurs cette communauté. Vous trouverez l'adresse pour la rejoindre du coup dans le chat. Les carnets de projet, qu'est-ce que c'est? Ce sont une série de webinaires qui donnent à voir les projets innovants qui sont déployés en région à travers les témoignages de celles et ceux qui les conduisent. Donc, en particulier, on va se centrer sur les porteurs qui sont soutenus par la DREETS et ou par la région Nouvelle-Aquitaine dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, dans le cadre du pacte. Donc, ces webinaires sont structurés autour de thématiques qui valorisent les savoir-faire propres déployés par ces lauréats, ainsi que la complémentarité de leurs approches pour permettre de ramener les publics vers la formation ou l'emploi. Donc, notre webinaire du jour s'inscrit dans le cadre des Journées nationales d'action contre l'illettrisme, qui se déroule du 8 au 15 septembre 2023. Je vous invite d'ailleurs à aller consulter la programmation, une programmation qui est particulièrement riche dans la région Nouvelle-Aquitaine, puisqu'on a plus de 100 événements répertoriés à ce jour. Donc, la thématique de cette année des JNAI étant illettrisme, en parler pour avancer, nous avons décidé d'inviter des porteurs de projets qui, par leurs actions, permettent aux personnes en situation d'illettrisme d'aborder leurs difficultés, leur vécu, avant de pouvoir leur proposer, selon les cas, un parcours d'accompagnement vers la formation. Donc, nous allons regarder de plus près ces projets, comment ces actions sont-elles pensées, ce qu'elles produisent et sous quelles conditions. Alors déjà, pourquoi le thème? Parce que mettre des mots sur les situations d'illettrisme, alors s'avère une étape essentielle pour que les personnes puissent se reconnaître en difficulté et pour qu'elles puissent ensuite trouver les ressources pour les dépasser. Mais quand on est professionnel de l'accompagnement, de la formation, ce n'est pas toujours très simple d'amener le sujet avec les personnes concernées. Alors, comment est-ce qu'on parle de l'illettrisme sans stigmatiser? Comment, en faisant se raconter les personnes, on peut aider à la reprise de confiance? Nous allons tenter de vous donner quelques éléments de repère. Donc, côté pratique, nous sommes ensemble jusqu'à 15 h, donc nous allons échanger avec les intervenants et je vais vous inviter durant cette heure de discussion à vous saisir du chat, donc à poser directement vos questions. Ce chat est ouvert à tous. Donc, je reprendrai ces questions et je les poserai du coup ensuite aux intervenants qui y répondront au fur et à mesure. Ce webinaire sera enregistré, vous sera proposé en replay sur la chaîne YouTube Cap Métier et sur la plateforme La Place Nouvelle-Aquitaine. J'ajouterai au replay des ressources utiles si vous souhaitez en savoir un petit peu plus sur les projets qui sont représentés aujourd'hui. Venons-en à nos invités d'aujourd'hui. Merci à eux déjà d'être là et de venir témoigner. Nos porteurs donc, expérimentent en Nouvelle-Aquitaine, particulièrement en Charente-Maritime et dans la Vienne. Et ils ont accepté aujourd'hui de partager leurs pratiques. Donc, nous avons l'association Altea Cabestan, nous avons Hélène Sirot, qui est coordinatrice formation au sein de l'association. Nous avons également Christophe Petitclerc, qui est chef de service insertion et formation au sein de l'association, et Flora Ronchin, qui est accompagnatrice socio-professionnelle au sein de ce service. Et puis, avec eux, nous avons l'APP Lusignan, représentée aujourd'hui par Sophie Gaillard, qui est responsable des services, et puis par Margot Cazot-Ribert, qui est responsable artistique pour la compagnie La Lupa. Merci à vous d'être là. Alors, pour passer directement dans le vif du sujet, un exercice qui n'est pas des plus faciles, auquel je vais vous demander de vous prêter, à savoir de nous présenter rapidement un petit résumé du projet que vous déployez actuellement et qui fait suite à cet appel à projet Innover contre l'illettrisme. Alors, Hélène, je vous donne la parole. Allons-y. Alors, une petite présentation résumée.
Moi, je vais la faire. Super synthétique, il paraît. Je vous donne la parole. Alors, pour faire très vite, donc sur l'action, on intervient sur 3 axes: l'animation du réseau de partenaires au niveau territorial, la mise en place d'ateliers de première marche en direction des publics que l'on souhaite capter, et des actions de sensibilisation sur la question du lettrisme destinées aux acteurs de la médiation numérique. Très résumé. C'est très résumé. Et vous pouvez nous donner les dates un peu d'expérimentation, là? On est sur toute l'année 2023. Donc, oui. L'animation du réseau, on va la mener sur toute l'année 2023. Les ateliers de sensibilisation, donc on vise particulièrement les structures d'hébergement sur le territoire de La Rochelle. Donc, il y en a déjà eu sur le premier semestre de l'année et d'autres prévus là à partir de maintenant. Et puis, sur la sensibilisation des acteurs de la médiation numérique, il y a différents rendez-vous qui sont prévus sur l'année, donc le prochain est vendredi matin. D'accord, vous nous en direz peut-être un petit peu plus sur cet événement tout à l'heure. Super, merci. Et pour l'APP Lusignan, je passe la parole à Sophie ou Margot. Alors, bon, pour nous, évidemment, on s'appuie également sur un collectif d'acteurs du territoire. Je pense qu'on a une culture commune autour de la lutte contre l'illettrisme. La sensibilisation de ces acteurs au repérage, à l'identification. Et nous, le parti pris de notre projet, c'était vraiment de considérer les stagiaires, enfin, les personnes en situation de formation, comme des partenaires à part entière. C'est-à-dire que nous avons créé un groupe ressources constitué de personnes qui étaient passées par le parcours 1 de l'HSP Socle de compétences pour leur offrir en fait un espace ouvert de création, de rencontre au sens large du terme, parce que la rencontre, c'est aussi bien des œuvres que d'autres personnes, et de leur proposer des ateliers hors les murs, hors temps de formation, hors jargon professionnel, et de leur offrir la possibilité d'expérimenter des ateliers d'écriture et de pratique artistique. Oui, alors Margot, vous voulez dire un mot et puis on reviendra de toute manière plus dans le détail sur ces ateliers tout à l'heure. Juste pour dire que ces ateliers sont donc portés par la compagnie La Lupa, que je représente, qui est une association qui crée des spectacles, notamment autour de thématiques sociales et de santé, et qui s'engage à déplacer la pratique du théâtre vers des publics qui n'y ont pas accès habituellement. Et donc, pour ce projet, l'idée est de donner la parole aux personnes concernées par le sujet de l'illettrisme en leur permettant de s'emparer des outils du théâtre et de l'expression corporelle. Donc, c'est une action qui se décline en trois volets, 3 strates que peut-être je développerai un peu plus tard. Oui, ouais, c'est gentil, merci. On va revenir sur le point de départ de votre expérimentation. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur le contexte dans lequel ces expérimentations ont pris forme? Sophie, vous m'aviez dit, par exemple, que ce projet actuel fait suite à une expérimentation précédente pour laquelle vous aviez mobilisé tout un réseau d'acteurs du territoire, notamment des travailleurs sociaux, les élus, etc. Et cette expérimentation avait en premier lieu rassemblé assez largement autour de la problématique de l'illettrisme. Est-ce que rapidement, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette première démarche qui a donné suite ensuite au projet actuel? Alors en fait, on était dans le précédent projet dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme et l'électronisme. On s'était rendu compte que sur le territoire, un certain nombre d'acteurs étaient engagés dans cette lutte, mais qu'il n'y avait absolument pas de coordination sur le territoire. Et en l'occurrence, on n'utilisait pas du tout, on n'avait pas de vocabulaire commun, on n'était pas, où s'arrête l'illettrisme, où démarre la remise à niveau, c'était un petit peu complexe pour tout le monde. Et du coup, on a fait appel au CRIA, on a rassemblé toutes ces personnes autour d'une table. On a fait appel au CRIA pour déjà partir sur une base de langage commun, sur ce qu'on dénommait, ce qu'on appelle situation d'illettrisme et situation d'électronisme à l'époque. À partir de là, on a
identifier ce que chacun est en capacité de faire en termes de repérage, en termes d'accompagnement, en termes d'information, en termes de dépannage et en termes d'accompagnement. Voilà. Et suite à cela, ces mêmes acteurs ont été associés pour mobiliser parmi les personnes qu'ils rencontraient. Excusez-nous, c'est un chat. Parmi les personnes qu'elles rencontraient, des personnes qui étaient d'accord pour mener une expérience à partir de leur propre histoire sur le théâtre forum. Et nous avions déjà mobilisé la compagnie La Lupa pour mener ces ateliers. Je ne sais pas si j'ai été claire avec l'intervention du chat. Très bien. Non, un chat un peu narcissique qui tient visiblement à être vu. Donc, c'était très clair. Merci. Alors, du coup, un peu même question pour l'association Altea Gabestan. Quel contexte de démarrage? Alors, le contexte, déjà, l'association est vraiment ancienne, ça a plus de 60 ans. On intervient sur le domaine de l'illettrisme depuis 1984, donc on est très sensible à tous ces projets qui tournent autour de ces questions. Et comme à la l'APP de Lusignan, on est intervenu dans le cadre de l'appel à projet illettrisme et électronisme il y a 2 ans, et où on était quand même pas mal centré sur les questions d'électronisme. Et là, il nous semblait important d'élargir ce qu'on avait pu faire sur ce projet-là. Ce projet était constitué surtout d'interventions autour du parrainage des publics, de ces publics vers les personnes qui connaissaient, plutôt que de passer par les professionnels habituels, donc plutôt utiliser la voix des publics qu'on accueillait déjà. Et donc, il nous semblait intéressant de reproduire sur la question strictement de l'illettrisme, mais d'élargir aussi la question. C'est-à-dire qu'il y ait des ateliers de parrainage, c'est bien, mais aussi travailler auprès des professionnels et en particulier de ceux qu'on touche moins souvent, d'où la question de l'animation de réseau. Et puis sur la partie un peu plus électronisme, s'adresser au public, c'est une chose, s'adresser aux acteurs de la médiation numérique, c'est aussi très important parce que ça s'est multiplié, et avec une approche sur l'illettrisme qui pour eux parfois peut poser des questions. Enfin, c'est pas leur domaine de prédilection forcément. Donc c'est important de pouvoir les sensibiliser à la question et à comment on l'aborde. Et justement, alors du coup, vous êtes lauréat, on l'a dit tout à l'heure, de cet appel à projet piloté par la région Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Innover contre l'illettrisme. On voit que les démarches ont pris forme bien avant cet appel à projet, que c'est venu peut-être impulser une nouvelle dynamique ou en tout cas engager de nouvelles actions. Mais en quoi, quelles sont les caractéristiques d'innovation, en tout cas dans votre projet? Est-ce que c'est de par la nature de vos activités en tant qu'organisme de formation que l'on peut trouver innovante, ou est-ce que c'est dans vos outils, méthodes pédagogiques? Qu'est-ce qui est innovant dans ce projet-là, Christophe? Oui, alors ce qui est innovant, c'est vrai qu'on intervient dans le champ de la formation, ça c'est sûr, et le côté innovant, c'est de ne pas rester strictement au cadre de la formation pure et dure, mais d'aller plus au-devant des publics le plus possible. On a toujours été très sensible à cette question-là. Donc, dès qu'il y a la possibilité d'élargir l'accès à la formation, forcément, on est tenté. Et en travaillant après, effectivement, sur différentes expérimentations auprès des partenaires des professionnels et auprès du public lui-même, en essayant d'impliquer au maximum le public qui est le premier concerné. Voilà, donc c'est vrai que sur le projet d'il y a 2 ans, les résultats avaient été super intéressants avec les publics avec qui on avait travaillé. Et ce que l'on retravaille aujourd'hui avec eux, c'est tout aussi intéressant. Plus les gens sont impliqués et plus il y a de la plus-value pour eux-mêmes et pour l'action. Sophie, est-ce que vous souhaitiez rebondir? C'est un peu prétentieux de dire que notre projet est innovant. Disons que la forme est éloignée de la formation tout en étant à son service. Voilà. On se rejoint complètement. Le groupe ressources va constituer d'adultes qui ont réussi à franchir la porte vers la formation, constitue un groupe hyper sécure
et qui est prêt à accueillir d'autres personnes avec d'autres statuts, d'autres problématiques, etc. Et c'est un groupe qui offre la possibilité, de par son vécu, qui offre la possibilité à n'importe qui de s'y inscrire dans un environnement mais super bienveillant, parce que c'est ce qu'ils retiennent dans les bilans, la bienveillance, et d'y trouver leur place et d'y faire leurs propres expériences. Donc c'est dans ce sens-là que c'est innovant entre guillemets. C'est-à-dire qu'on est vraiment hors les murs de la formation, mais c'est la formation qui nous a permis, à travers nos bilans, d'identifier ce dont les personnes avaient besoin comme environnement. Et de toute façon, l'objectif, c'est que les personnes qui vont rejoindre ce groupe entrent en formation. Donc, en fait, c'est une médiation. En fait. C'est une médiation et il se dit bien plus de choses dans le cadre de ces ateliers que dans le cadre de la formation, parce que l'environnement n'est pas le même. Bien sûr. Justement, je vous propose qu'on aille justement sur cette voie-là et qu'on décrypte un petit peu plus ce qu'il retourne de ces ateliers et puis aussi des actions de parrainage dont, Christophe, vous avez commencé à nous parler, puisque le sujet qui nous occupe aujourd'hui, c'est effectivement votre but, on l'a compris, c'est de permettre tranquillement aux personnes en situation d'illettrisme de raccrocher avec des dispositifs de formation, savoir de base, etc. Donc ça, c'est le but final, mais avant ça, il va falloir effectivement faire venir ces personnes-là et offrir un cadre d'échange, de discussion qui permettent de poser les choses, ces difficultés, d'aborder les situations d'illettrisme. Alors, est-ce qu'on peut faire un focus justement sur ces actions? Alors, les ateliers, d'une part, les ateliers d'écriture et de pratique artistique que Margot vous développez, et puis de l'autre côté, pour l'association Altea Cabestan, les actions de parrainage. Voilà, je vous laisse réagir. Margot ? Oui, alors comme je le disais tout à l'heure, c'est une grande action qui se développe sur 3 volets qui sont plus ou moins indépendants dans leur réalisation, mais vraiment complémentaires dans leur portée. Alors le premier, c'est la mise en place d'ateliers de pratique artistique qui ont lieu à raison de 3 heures par mois, où je propose aux personnes de participer à des exercices ludiques pour se familiariser avec la prise de parole en public, l'expression des ressentis et le langage gestuel. C'est des ateliers qui favorisent énormément l'esprit de groupe, de troupe qu'on retrouve en théâtre et qui permettent une grande mise en confiance. L'objectif de ces ateliers, c'est de valoriser la richesse de la parole et de montrer qu'il existe une infinité de manières de s'exprimer, de se faire comprendre et voilà, de prendre sa place au sein d'un groupe en général très très hétérogène, et c'est ce qui est riche. À ce jour, 9 ateliers ont été mis en place, il nous en reste encore quelques-uns là pour la fin de l'année. Ils sont complétés par des ateliers d'écriture et de lecture collective qui ont lieu une fois tous les 2 mois pendant 2 heures. C'est des ateliers qui ont lieu à la médiathèque de Lusignan avec la coopération des personnes qui y travaillent. C'était très important que ça ait lieu à cet endroit pour rendre accessibles ces lieux du livre qui ne le sont pas de prime abord. Donc les personnes y découvrent la technique de l'arpentage qui consiste à découvrir une œuvre à plusieurs. L'une des personnes qui travaille à la bibliothèque a aussi commencé un cycle de lecture à voix haute d'ouvrages. Et puis, les personnes sont aussi invitées à écrire des textes à plusieurs, ce qui permet de mettre en place un système de coopération et puis de mettre en valeur le fait que la coopération est un atout dans l'acquisition des savoirs et qu'il y a une complémentarité qui est possible entre les personnes. Et puis, le dernier volet de cette action va se dérouler un peu plus tard. On dépasse un peu l'année. En février 2024, je vais inviter une dizaine de personnes à participer à une résidence de création d'un spectacle. Donc, pendant une petite semaine, on va se retrouver au Moulin du Marais, à Lezay, qui est un lieu de création professionnelle. Les personnes vont donc être impliquées dans la fabrication d'un spectacle mettant en scène les différents enjeux relatifs à l'illettrisme. Et
voilà, donc en fait c'est toute la matière qui a été glanée pendant les différents ateliers d'écriture et de pratique qui va servir de matière première pour ce spectacle. Donc on va y entendre des témoignages, on va y assister à des scènes qui auront été écrites par les personnes et on va aussi entendre des textes qui auront été choisis pendant l'année. Et évidemment, c'est les participantes et les participants qui seront sur scène pendant ce spectacle. C'est une pièce qui va s'appeler « Une place à soi » et qui, j'espère, va permettre de créer du lien entre les histoires individuelles et les plus grandes collectives. Et peuvent participer toutes personnes intéressées par ce type d'action. J'ai bien compris, c'est ouvert largement. Oui, il n'y a pas de critères d'accès. Là, pour l'instant, à partir d'octobre, le groupe va se restreindre aux 10 participants quand même, parce qu'on ne peut pas être ouvert en permanence. Mais pour l'instant, c'est ouvert à tous et on a aussi des personnes français langue étrangère qui s'inscrivent pour améliorer leur communication orale. Voilà. Donc, on est globalement avec des personnes en situation d'illettrisme qui commencent à écrire des choses qui ne sont pas lisibles, mais pour elles, c'est important. Je pense à Séverine qui a écrit 4 pages quand même. Qui a l'impression d'être en train d'écrire un roman. Le message écrit était pas très compréhensible, mais peu importe. Et puis des personnes qui sont juste là parce qu'elles sont complètement bloquées par rapport à notre langue, parce que c'est compliqué. Voilà. Très bien. Alors, n'hésitez pas, vous qui participez, à poser des questions dans le chat. Alors, je vois qu'il y a des réactions plutôt positives. Hein, belle aventure, très beau projet. Donc, on va continuer sur cette lancée positive. On va passer la parole, du coup, à l'association Altea Cabestan pour nous présenter un petit peu les actions de parrainage. Alors, ces temps conviviaux dont vous allez nous parler un peu plus. Donc nous, oui, de notre côté, en fait, on a pu mettre différentes actions, donc des actions de parrainage dont on va parler, et en parallèle, dans ce même type de projet, des ateliers également qui permettent, suite à un premier repérage, de faire accéder à des personnes qui ne sont pas encore en mesure d'accéder à la formation, qu'elles puissent quand même accéder à des ateliers d'apprentissage, où là, on va partir de choses un peu moins formelles, un peu plus ludiques, et où ça va amener les personnes à se poser des questions sur leurs besoins, voir comment peut se dérouler une formation, discuter de ces questions-là et pouvoir petit à petit adhérer à un projet formation, puisque souvent ce qui ressort en fait des besoins des personnes, c'est un besoin d'apprentissage, lecture, écriture, repérage dans l'espace, dans le temps. On est vraiment sur des considérations lettrisme. Donc, ces ateliers-là sont mis depuis le début de l'année en place. On en est au 4e et ont permis à des personnes de pouvoir démarrer sur des questions un peu plus sur l'utilisation d'un smartphone, sur l'utilisation d'un ordinateur, mais après, avec les questions de lecture-écriture, de gestion des documents administratifs, par exemple, comment ils s'en sortent, comment ils appréhendent leur démarche, comment ils sont autonomes ou peu à l'aise avec. Ça, c'était sous forme d'atelier. Avec en précision des ateliers qui se déroulent sur des structures extérieures. C'est-à-dire qu'on va aller auprès des publics dans les structures sur lesquelles ils sont habitués ou ils sont hébergés, puisqu'il y avait aussi des structures d'hébergement. Et donc, non, mais c'est très bien. Et donc, en parallèle de ça, là, on a mis en place effectivement des actions de parrainage, donc qui se déroulent actuellement, hein, on est en plein dedans, et qui sont là des événements un peu festifs à l'extérieur, donc tout en s'appuyant sur cette animation de réseau de partenaires qui fait partie aussi de l'action, en tout cas de l'appel à projet. Et donc on s'appuie sur les partenaires pour mettre en place des temps de discussion thématique en invitant et en mettant vraiment au cœur de la construction de ces événements des personnes issues de la formation, donc qui ont été stagiaires de la formation, qui ont eu des parcours formation
l'illettrisme, et donc qui peuvent être là et qui sont là, et qui le font très très bien d'ailleurs, pour témoigner de leur histoire, de leur parcours, des freins qu'il y a eu, des peurs qu'ils avaient, qu'ils ont réussi à surmonter. Et ça permet de discuter sans forcément poser des termes illettrisme et tout ça, en tout cas autour de la formation à l'âge adulte. Mais vraiment sur les formations savoir de base à l'âge adulte, et ça permet de diffuser en fait des messages et d'informer des personnes qui n'auraient pas forcément idée de la connaissance, de l'existence de telle formation. Mais ça leur permet d'avoir de l'information et peut-être de se rassurer aussi, de rencontrer des gens qui ont suivi des formations comme ça. Et donc, ce sont ces événements de parrainage-là qu'on fait actuellement. L'idée, c'était de sortir du schéma habituel où il y a un rendez-vous, un entretien tête-à-tête dans un bureau et c'est pas forcément très glamour, hein, on comprend. Donc, pour des gens qui déjà sont pas très accrochés, c'est pas très simple. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'être le plus convivial possible, le plus à l'extérieur possible et en s'appuyant aussi sur l'expérience des gens qui sont déjà passés par là parce que c'est quand même un des meilleurs moyens. Donc, si je comprends bien, la porte d'entrée, c'est le passage d'informations plus sur l'accès au droit, l'accès à la formation. Enfin, voilà, on est sur du passage d'informations. La focale, c'est pas de venir se retrouver pour échanger autour des vécus et des expériences liées à l'illettrisme. C'est vraiment quelque chose qui arrive. Il y a les deux. Il y a les deux. Il y a des ateliers qui sont plus tournés vers les échanges d'expériences et d'autres où on part plus du point de départ autour de l'accès et le maintien dans les droits à l'autonomie et donc la nécessité de pouvoir pouvoir se débrouiller suffisamment autour de la lecture de l'écriture. Et donc, on part de ce point de départ-là pour revenir à la question de l'illettrisme. Donc, il y a les deux approches sur des temps séparés. Et justement, cette semaine, dans le cadre des JNAI, on a organisé notamment deux rencontres. Donc, un qui s'est fait en collaboration avec un centre social de La Rochelle. Donc, voilà, c'était un temps convivial dans un jardin où les personnes pouvaient témoigner de leur expérience de formation et de leur situation avant, pendant et après la formation. Et on en organise aussi un deuxième temps sur un restaurant d'insertion cette fois-ci. Cette semaine, on a pas mal axé là-dessus, sur ces actions de parrainage. Et ces temps-là, alors, nécessitent une certaine préparation. Et Hélène, quand on préparait le webinaire, vous m'aviez dit qu'il y avait tout un temps de préparation et d'accompagnement que vous dégagez aussi pour permettre aux personnes qui témoignent d'intervenir d'une façon sécurisée. Voilà. Donc ça, c'est une étape préalable, tout comme vous pensez très certainement le déroulé de ces temps-là et certainement qu'il y a des étapes un peu clés dont peut-être vous pouvez nous parler rapidement. C'est ça. Oui, ça a été préparé du coup avec les témoins, donc les parrains, pardon. Les parrains avant, donc ceux qui suivent la formation actuellement, donc les formatrices ont déjà préparé un petit peu, leur demander en fait s'ils étaient OK pour exposer leur situation devant quand même plusieurs personnes. Après, on a fait aussi des réunions entre eux pour qu'ils échangent aussi de leur expérience chacun et qu'ils repèrent un petit peu qui d'autre allait pouvoir parler de leur parcours. Et aborder les choses et voilà, c'est important qu'ils soient aussi ensemble pour pouvoir se préparer à affronter entre guillemets des inconnus qui vont venir leur poser des questions ou écouter ce qu'ils ont à dire. Donc voilà, c'est un moment qui est important. Sachant qu'on avait pris du temps aussi pour présélectionner des personnes qu'on ne savait pas en difficulté, en tout cas pas trop en difficulté par rapport à ces choses-là, qui étaient quand même susceptibles de pouvoir parler d'eux en faisant le tri et en n'abordant pas des questions trop personnelles, parce que c'est on met vraiment un cadre pour que ça ne parte pas dans tous les sens et que les personnes ne se mettent pas en difficulté non plus en abordant des choses trop douloureuses ou trop personnelles. Donc oui, tout est très préparé en amont. Et même le fait parfois de parler en public, ça peut aussi faire peur. Donc là, c'est vrai qu'il y avait une personne qui était un peu plus réticente à ça. Et puis finalement, en voyant d'autres personnes qui sont un peu plus à l'aise, ça l'a rassurée aussi. Donc c'est important de bien préparer avant.
avoir la rencontre. Je vois Margot qui acquiesce en même temps sur le fait, sur la question des appréhensions que la prise de parole en public peut générer. Et je pense que c'est particulièrement le cas quand on a affaire à des ateliers de pratique artistique ou même, vous parliez tout à l'heure d'ateliers d'écriture. Alors déjà, dans un cadre, la médiathèque, alors est-ce qu'il n'y a pas cette appréhension aussi du lieu déjà à dépasser? Et comment est-ce qu'on fait d'ailleurs? Vous, comment vous y prenez pour dépasser ces freins un peu psychologiques d'accès à ces ateliers-là? Sur l'accès, enfin sur l'arrivée avant, je pense que c'est l'APP qui fait vraiment le plus gros travail qui passe par le dialogue, je pense. Enfin, c'est toi, Sophie, qui va pouvoir Après, parler. On a travaillé en amont avec les collègues de la médiathèque, bien évidemment. L'espace est réservé ces jours-là pour les personnes qui sont inscrites sur le projet. Et il y a toujours un petit moment, un petit café, un petit moment où les personnes se réunissent autour d'une table à l'APP. Avant de prendre la route vers les différentes séquences, que ce soit les ateliers d'écriture ou les ateliers. Ça reste le point d'ancrage, d'où il va se passer des choses, en fait, en termes d'apprentissage et en termes de découverte, pour ceux qui ne sont pas encore en formation. Donc, c'est vraiment la convivialité, en fait, qui encourage, je crois. Et tout à l'heure, vous parliez d'événements festifs et je pense qu'on est assez proche avec ce langage-là. Je pense qu'effectivement, la convivialité encourage vraiment beaucoup les personnes à sauter le pas. Aussi, je pense, pour les personnes, le fait de savoir qu'il est possible de venir à un atelier, puis plus jamais aux autres. C'est très très important. Finalement, les gens reviennent, donc super. Mais le fait de ne pas se sentir obligé ou coincé, je crois que c'est très très important. Et après, dans la mise en place des ateliers, il y a une sorte de ritualisation qui est un peu proche, qui est assez proche même de la pratique du théâtre, en fait, parce qu'on a tout plein de rituels. Ça permet de faire en sorte qu'en fait, le déroulement des ateliers est toujours le même si les activités changent, il y a toujours un temps le café, puis on se déplace. D'ailleurs, c'est important d'avoir ce moment de déplacement dans l'espace. Et puis ensuite, il y a un temps d'échauffement pour se reconnecter à soi, à ses sensations. Ensuite, les activités diffèrent un peu, mais voilà, le déroulement est toujours le même. Et je pense que ça, c'est très important pour savoir un peu. C'est un peu rassurant de savoir où on va. Et aussi, les personnes, pendant les ateliers, sont toujours invitées à reformuler les consignes avec leurs propres mots. Et à force, on est en train de créer un langage commun avec ce groupe. Ce qui est très très important aussi pour la mise en confiance et l'appropriation du projet par les personnes et par moi-même. En fait, c'est une sorte de circulation, quoi. Moi, je veux rebondir sur la question de la liberté, de pouvoir essayer et puis de repartir. C'est super important. Et de plus en plus, on est sur l'accès à la formation. Quand on parle de dispositif de formation, c'est vraiment de plus en plus formalisé. Et donc, ce côté-là, c'est difficile à mettre en place quand on rentre vraiment dans la formation. Donc, avoir la possibilité d'être sur d'autres actions qui peuvent être préalables ou on peut venir, si ça ne nous plaît pas, on s'en va. Et puis, on a le droit de revenir quand même. Et tout ça sans passer par aucune formalité spécifique. Voilà, c'est ouvert à tous et c'est fait exprès. Et ça permet justement de pouvoir toucher des personnes qui sont vraiment hésitantes et avoir cette possibilité-là. Oui, j'essaye. Bon, si ça ne me plaît pas, tant pis, mais c'est pas grave. Voilà, il n'y a pas d'incidence nulle part. Et puis essayer par petites touches, c'est une des conditions aussi de réussite par rapport à ce public, où c'est très bien que la démarche est longue, très très longue pour ces personnes-là. Et donc, il faut avoir la possibilité de semer des graines, et puis des fois, il faut que ça ait le temps de mûrir, tout simplement. Donc, on peut faire une petite chose à un moment donné, ne plus revoir une personne, et puis bon, ça peut prendre quelques mois, voire quelques années parfois, ou après ça porte ses fruits. Donc c'est important de pouvoir aller, venir et avec le moins de contraintes possible. C'est vrai que c'est une des choses qui fait que ça permet de réussir derrière. Ça me permet que la notion de temporalité est très très les stagiaires nous renvoient toujours que, c'est pas leur mot, mais on voit que le temps psychique n'est pas le même pour tout le monde.
On voit parmi les personnes qui constituent le groupe ressources, on a des personnes qui ont fait 1 an d'HSPCF. Mais pendant les 6 premiers mois, elles étaient dans la satisfaction de notre désir à nous par rapport à des a priori. Nous, on n'avait aucun désir. Hein. Mais en fait, elles étaient dans « est-ce que c'est bien ce que je fais toujours ?» Et ces 6 premiers mois sont passés comme ça, et après, elles ont réussi à s'approprier la démarche. Donc, il faut vraiment se défaire de plein de choses. Il faut se défaire du regard des autres. Il faut se défaire de ce qu'on a cru comprendre des apprentissages. Ben, il faut se défaire de plein de choses. Et le temps, la notion du temps est importante, vraiment. Oui. Et puis reconquérir un peu d'estime de soi, hein, quand même, hein, parce que c'est une des premières choses, quand même, un des premiers freins, c'est pouvoir un peu avoir un minimum de confiance en soi, un minimum d'estime pour se dire, ben, oui, je suis capable et oui, je vais y arriver et oui, c'est intéressant pour moi. Donc, tout ça, ça prend du temps et c'est différent pour chaque personne en plus. Donc, il faut pouvoir adapter. Oui, merci. Alors là, vous êtes en plein sur ce qu'on appelle les conditions un petit peu de réussite, hein, pour que cette parole se libère, pour que les personnes puissent échanger librement sur leur vécu. Alors, on a entendu plein de choses, hein, l'ambiance, la convivialité y fait, le moins de contraintes possible. Hein. Christophe, vous disiez cette possibilité aussi pour les personnes de venir une fois, de ne pas revenir. La temporalité. Et puis, je sais que Sophie, vous m'aviez parlé aussi de l'importance que vous aviez attachée à la recherche du lieu, aussi pour la résidence d'artistes. C'était un élément pour vous important. Oui, c'est très important. En fait, comme disait monsieur, en fait, les personnes dont on parle aujourd'hui, elles sont invisibles. Et là, en fait, l'idée, c'était vraiment de les sortir de l'ombre. Et nous avions, on était d'autant plus convaincus qu'il fallait tout hors les murs de formation, enfin, que ça soit complètement hors les murs, parce qu'on avait déjà eu cette expérience avec le Théâtre Forum dans le cadre du précédent projet. Et du coup, ben, moi, c'est pas mon monde, hein, tout ça. Et du coup, Margot, elle, c'est davantage son monde. Donc, la résidence d'artiste, elle connaît. On voulait rester sur le périmètre de Lusignan. Il faut faire attention à nos élus. Quand on est retenu pour une action sur un territoire, les élus aiment bien qu'on reste sur ce territoire. Enfin, il faut ménager plein de choses. Lezay, on sort du pays mélusin, mais pas trop quand même. En tout cas, c'est un magnifique lieu de résidence. Nous avons été accueillis à bras ouverts, mais parce que Margot connaissait le monsieur. Et puis, lui, il était complètement emballé par le projet. C'est mise à disposition gratuite du lieu de résidence. Après, ce qu'on aimerait faire, mais ça, on ne l'avait pas prévu dans notre budget, mais ce n'est pas grave, on aimerait leur offrir vraiment l'hébergement sur place pendant une semaine, qu'on soit vraiment dans une vraie logique de résidence. Et du coup, on est en train de négocier, je pense que ça va se faire. Ça implique aussi la possibilité de partager d'autres choses ensemble, enfin rien que de cuisiner en fait, ou d'avoir le temps de boire des tisanes le soir. C'est des moments qui sont informels mais vraiment très très importants, et pour les personnes qui participent et pour la création du spectacle. Voilà. Et on avait aussi très envie d'être dans des conditions de création professionnelle, parce que moi, je crois que le plateau de théâtre est vraiment un endroit qui offre beaucoup de possibles, où grâce à la force de l'imaginaire, on peut choisir de devenir quelqu'un d'autre, mais on peut aussi très fort rester soi avec ses vulnérabilités qui ont vraiment toute leur place à cet endroit-là. Et puis, c'est un endroit où les résistances et les empêchements sont toujours accueillis avec beaucoup de bienveillance et font même partie intégrante du processus de création. Donc, voilà, ça avait beaucoup de sens de pouvoir être dans un vrai théâtre pour faire ce théâtre-là. La seule condition, c'est qu'il y ait une sortie de résidence dans ce lieu-là, le vendredi après-midi pour le monsieur qui nous héberge. Ce qui tombe bien, parce que c'est toujours très important d'avoir un temps de confrontation avec un public quand on vient de passer une semaine à fabriquer un spectacle.
C'est un temps un peu privilégié parce que les sorties de résidence, en général, elles accueillent très peu de public. C'est vraiment des toutes petites jauges, donc c'est un peu cocon. Et puis, ça permet de commencer à voir ce que ça fait de présenter cet objet qu'on a fabriqué devant d'autres avant de se lancer dans le grand bain des représentations, parce que ça, je sais plus si on l'a dit, mais on prévoit entre 5 et 7 représentations de ce spectacle à l'issue de la résidence. Très bien, moi je voulais revenir, mais dans la continuité de ce que vous êtes en train de dire, sur la posture des intervenants dans le cadre de ces actions-là. Alors, je vais donner la parole à l'association Altea Cabestan. Qu'est-ce que ça implique en termes de posture professionnelle? Et ensuite, je redonnerai la parole à Sophie et Margot, parce que je crois que vous avez fait un choix assez sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de représentation d'intervenants d'APP Lusignan au sein des ateliers. Donc, voilà. Donc, peut-être déjà l'association Altea, et puis ensuite, Sophie. Enfin, en termes de posture, ce qui nous semble important, c'est que pour la mise en confiance des personnes, de toute façon, on veille énormément à être disponible, à être réactif, sachant que nous, on est un outil qui est destiné à ces personnes-là qui ont ce droit à se former. Donc, c'est vrai qu'on met beaucoup d'énergie, en fait, à ce qu'ils se sentent attendus, ce qu'ils se sentent entendus, et après que les choses puissent démarrer selon leur volonté à eux, en fait. C'est important qu'ils soient acteurs de leur projet, acteurs de leur formation, ou acteurs de tout ce qu'on peut leur proposer en termes de parrainage, d'ateliers. Et donc, c'est là où on va veiller tout le temps à la posture. On est d'égal à égal, d'adulte à adulte, j'ai envie de dire. Et après, nous, on a un cadre et des outils à proposer. Eux, ce sont des acteurs qui sont là pour s'en servir. Voilà. C'est comme ça que je le dirais, moi. Oui, et après, il y a l'importance de ce que l'on dit. Donc, les mots sont importants. On est dans plus un cadre de formation où on est très sensible à ça. C'est-à-dire qu'on valorise les réussites et on ne met pas en avant les échecs. Et ça, c'est vrai dès le début, c'est pas que pendant la formation. De toute façon, dès le démarrage, on est dans la valorisation des personnes. On sait très bien ce que je disais tout à l'heure, c'est souvent accompagné d'un gros problème d'estime de soi. Donc, voilà, faut être sur du positif, avoir une attitude positive, et puis être décomplexé aussi par rapport à la question. Nous, c'est pas trop un souci, on baigne là-dedans. On en est passé outre depuis longtemps, mais c'est là aussi l'importance de la sensibilisation des autres professionnels. C'est pour ça aussi que sur nos interventions auprès des médiateurs numériques, on insiste beaucoup là-dessus, sur quelle posture on doit adopter. Effectivement, on est égal à égal, on parle des adultes, et on n'est pas sur un retour à l'école. Voilà, en gros, pour faire vite. Et donc, en prenant en compte toutes les dimensions de la personne. Ce n'est pas que quelqu'un qui a du mal à lire, à écrire. Il y a plein de choses autour et on tient compte de tout ce qu'il y a autour. Il y a une vie familiale, il peut y avoir du travail, même ponctuellement, il peut y avoir du travail, il peut y avoir des questions de santé, des questions de mobilité, il faut tenir compte de tout ça. Et c'est un projet qui se construit avec la personne. Sophie, Margot, je vous laisse rebondir. Alors, en fait, oui, c'est vrai que ça peut paraître radical comme choix, mais le parti pris, c'était effectivement d'associer aucun formateur. Pourquoi? Parce qu'en APP, c'est vrai que l'apprenant, il est au centre du dispositif, ok. Par contre, le formateur, il est dans une posture où il peut en permanence interroger la manière dont la personne apprend, puisque le but du jeu, c'est de permettre à la personne de comprendre comment elle apprend. C'est ça notre ADN. Là, ce n'est pas ce qu'on souhaite. Là, ce qu'on souhaite, c'est identifier comment la personne a réussi à frapper à la porte de l'APP pour venir en formation. Et se saisir de ces éléments-là, de tout ce processus, de toute cette démarche, pour comprendre ce qu'il faudrait qu'on mette, nous, en œuvre en tant qu'organisme de formation pour faciliter ce moment-là. Donc, en fait, on n'est pas du tout dans le même champ. Et quand on est professionnel, on est déformé professionnellement. Et j'ai une superbe équipe, là, il n'y a pas de doute, ils sont super, très bien. Mais ils ne sont pas du tout dans cette posture. Ils ne sont plus dans la posture d'interroger
l'individualité, mais par rapport aux apprentissages. Et là, c'était pas l'objet. Voilà. Alors, on a une question. Oui, très bien. Merci, Sophie. On a une question de Virginie Gagnère qui nous demande si, je pense que c'est une question qui s'adresse à vous, hein, Sophie, Margot, les personnes se connaissaient-elles depuis longtemps avant d'intégrer ces ateliers théâtre? C'est bon, il y est, c'est bon. Alors, non, pas vraiment. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu plusieurs événements en amont, notamment la HSP Socle nous invite à créer ce qu'on appelle des comités d'usagers. Du coup, on ne savait pas trop comment s'approprier ces moments-là, ces instances-là. Et en fait, on s'est dit qu'on allait mettre en place une boîte à idées, élire des représentants par parcours et inviter ces représentants parcours à une réunion d'équipe pédagogique par mois. On ouvrait la boîte à idées, on identifiait quelles étaient les envies et les besoins des uns et des autres en posant des limites, évidemment. Je leur avais dit qu'on ne partirait pas en voyage. Et on réfléchissait ensemble. Et les seuls stagiaires avec lesquels on a pu vraiment s'engager dans cette action-réflexion, c'était les stagiaires du parcours 1, lire, écrire, agir. Pourquoi? Parce que ce sont les personnes qui ont le plus galéré pour faire la démarche. Et à ce moment-là, elles ont envie de rendre l'appareil. Et elles ont envie d'offrir un espace à d'autres personnes pour leur faciliter la vie. Donc, il y avait eu ce premier événement-là qui a été waouh, enfin, c'était énorme. Et après, on a créé avec nos stagiaires de ces mêmes groupes, du P1 toujours, un APP mode d'emploi. Et là, ils sont en train de créer en numérique avec, alors j'ai demandé à Charlotte tout à l'heure comment s'appelait le logiciel, avec Geniali, ils sont en train de créer toujours ces stagiaires du P1, un outil qui va permettre à des futurs apprenants d'identifier comment on arrive, comment ça se passe, quelle tête on a, où on va faire pipi, enfin des trucs basiques auxquels nous on ne pense pas, mais qui sont super importantes pour les personnes qu'on accueille en formation. Donc on a vu, il y avait des petits cailloux en amont, et c'est ces personnes qui se sont fédérées ensemble mais du coup aujourd'hui elles sont plus que 3. Enfin voilà, après c'est un système entrée-sortie permanente, mais au moins cette base elle était hyper sécure pour des nouveaux arrivants. Parce qu'ils connaissaient l'histoire, ils savaient comment ça allait se passer, et ils ont été hyper accueillants. Hier, on a accueilli 2 nouvelles personnes sur cet atelier, ils ont vraiment fait le job, de l'accueil, de l'écoute, voilà. De l'accompagnement. Et Margot, elle a tu parlais de douceur aussi, qui est un terme qu'on n'utilise pas trop dans notre jargon. Mais... Allez, on y va. Oui, mais dans la posture, moi, je crois vraiment qu'une posture bienveillante et effectivement, voire douce, effectivement, on a hésité à prononcer ce mot, mais voilà. En fait, pendant les ateliers, souvent, il y a des cercles de parole qui soit sont pensés en amont de l'atelier, soit jaillissent d'un événement qui a lieu et qui sont des temps très, très privilégiés. Aussi parce qu'avant et après, il y a plein de choses très ludiques. Donc, ça permet de... Enfin, voilà, c'est des moments qui sont très encadrés. Et voilà, quand on parle avec les personnes qui sont concernées par les enjeux liés aux situations d'illettrisme, on entre souvent dans des discussions qui sont vraiment liées à une forme d'intimité. C'est-à-dire qu'on entend des choses sur les histoires de vie, les récits de parcours familiaux, des témoignages qui font référence à des sentiments qui peuvent être de la peur ou de la honte. Enfin voilà, c'est des choses qui sont à prendre avec beaucoup de précaution parce que c'est très, très précieux et très intime. Et donc là-dedans, je crois que la douceur est une bonne manière d'entourer ça. Et puis, voilà, c'est des personnes qui font référence à des situations que je n'ai jamais vécues. Et donc, ça m'oblige à une certaine forme d'humilité aussi dans la posture. Merci pour ça. Et alors, juste, je voudrais aussi vous arrêter 2 secondes sur un outil dont Sophie m'a parlé quand on a préparé aussi ce webinaire et qui a un peu attisé ma curiosité, Margot.
Vous utilisez des cartes. Alors, des cartes « Je suis un prince » dans le cadre de ces ateliers-là. Et des cartes qui, semble-t-il, participent à la reprise de confiance aussi, ou en tout cas qui permettent de mettre en mouvement des choses. Moi, je suis assez curieuse de savoir ce que c'est et comment vous les mettez en animation. Voilà. Alors, il y a un petit mélange. C'est le mélange de deux choses. Je suis un prince, c'était une scène par laquelle on était passé, qui était une scène qui reprenait un peu la dynamique du conte qu'on a entendu pour certaines personnes pendant notre enfance. Donc là, c'était un conte classique avec des princes et des princesses qui déconstruisait quand même bien les rôles des princes et des princesses. Et voilà, en fait, ça fait partie des petites scènes que j'ai amenées au départ comme matériaux pour permettre aux personnes de se rencontrer, de rencontrer aussi ce que c'était que cette pratique du théâtre. Et puis, et voilà, je pense que le « Je suis un prince », il est resté parce qu'il a été incarné par une personne qui vit des choses incroyables, qui est en difficulté dans son couple, qui a vécu les attentats à Paris, qui est suivi au CHU par service post-traumatique, et le jour où il se redresse en disant « Je suis un prince », c'est juste... c'est pour ça que je vous en ai parlé probablement, parce que c'était vraiment énorme. Mais par contre, il existe aussi cette chose des cartes, c'est pour ça que je disais que c'était un mélange entre deux choses. Parfois, j'utilise des cartes qui sont des images, des illustrations, je peux vous en montrer, je ne sais pas si ça... Voilà, c'est des illustrations un peu symboliques qui permettent vraiment d'activer la parole. Par exemple, je propose aux personnes de choisir une image qui va représenter le mieux ce qu'elles ressentent face à l'idée de la lecture. Et c'est des illustrations qui sont tellement peu réalistes, vous avez vu, que ça permet vraiment aux personnes d'y associer le ressenti qui leur est le plus proche. Donc, les personnes sont invitées à décrire ce qu'elles voient sur l'image. Et déjà ça, le fait de décrire ce qu'on voit, c'est parler de soi parce que les images ne vont pas de soi. Donc, on associe déjà un certain sens à l'image et on parle déjà un peu de ce qu'on ressent sans avoir l'impression de le faire trop, juste en écrivant. Voilà, ça fait partie des petits outils que j'utilise en atelier. Alors, avant de clôturer par vos prochaines étapes, je voudrais, alors on a commencé, Sophie, vous avez commencé à le toucher du doigt, quand vous dites qu'effectivement une personne se redresse, donc on a une manifestation un peu physique des effets que peuvent avoir ces actions. Quels sont ces effets sur les publics? Quels sont ces effets aussi sur les pratiques des professionnels? Peut-être que du coup, Hélène, Christophe, vous pouvez nous en dire un petit peu plus. Et puis ensuite, Sophie et Margot. J'ai envie de dire que le premier effet qu'on peut mesurer, en fait, c'est sur la confiance en soi et l'estime de soi. Souvent, c'est ce qu'on entend, alors, des personnes elles-mêmes ou des personnes qui les accompagnent dans leur parcours. Et c'est ce qui peut se voir en premier dans l'attitude de la personne, dans le fait qu'elle se sente plus à l'aise, qu'elle ose plus. Et puis, souvent, après, on a des manifestations très hautes de personnes qui disent que voilà, le fait de pouvoir accéder à une formation comme celle-là ou à un atelier comme celui-là, à changer sa vision des choses ou à changer sa vie, hein, ça on l'entend parfois. Voilà, le premier effet, moi j'ai envie de dire c'est celui-là. Après, Et après, pour les personnes qui prennent un rôle de parrain, les effets sur la vision qu'ils ont d'eux-mêmes et de leurs capacités, généralement, elle est assez géniale. Ouais. Bah oui, c'est très, très valorisant pour eux en fait de pouvoir parler d'eux déjà devant plusieurs personnes et voilà, d'expliquer leur évolution entre avant la formation, leur peur qu'ils avaient, la honte même. Ils parlent de honte souvent et d'après et pendant la formation et après tout ce que ça a pu leur apporter. Et donc, on a une personne justement qui parle beaucoup de honte avant
Et là, en quelques mois, il parle d'un virage à 360 degrés de sa vie entière, quoi. Parce qu'après, il y a plein d'autres choses qui découlent de ça finalement. Donc, c'est vraiment la valorisation de la personne et un gain dans l'estime de soi, quoi. Par contre, ça permet de ne pas rester que centré sur la formation pure et dure et de s'ouvrir sur d'autres pratiques et de s'ouvrir à tout un environnement, en fait. Voilà, de ne pas rester que centré sur les personnes qu'on accueille dans nos murs pour de la formation. Donc, ça fait partie de ce type d'action qui est important pour les professionnels. C'est là où, par rapport à la région, on est dans le développement de ce type de possibilités, donc très très bien. Le pendant de tout ça, c'est que quand on parle d'action de formation, on a tendance à restreindre de plus en plus les choses et justement, ces ouvertures sur les dispositifs eux-mêmes ne sont pas toujours aussi évidentes. Donc, c'est bien qu'il y ait d'autres actions à côté et il faut espérer qu'elles puissent perdurer et se multiplier. Le travail en amont auprès des publics, il est fondamental. Ça, c'est clair et net. Et l'accès à ce public-là, aux apprentissages et à la formation est loin d'être évident. Donc, plus il y a du travail en amont pour préparer vraiment l'accès aux apprentissages, plus c'est facilitant pour le public et plus on va arrêter d'en perdre. Parce qu'on parlait des invisibles tout à l'heure, on a vu ce phénomène depuis quelques années où les gens se perdaient, non seulement c'est le public illettré, mais aussi quand on accroche une personne sur ce type d'action, ça permet de recréer des liens avec plein de choses au niveau social, sur les différentes problématiques qu'il peut y avoir, santé, financière, etc. Donc, faut pas oublier que ça permet de se connecter à plein de choses sur l'environnement des gens ou sur l'environnement des structures. Et le lien social que ces gens en retrouvent et la mixité aussi. C'est parce que c'est quand on réouvre pas des actions, mais des projets comme ça, en fait, on se retrouve à pouvoir faire de la mixité totale, en fait, qu'elle soit de sexe, d'âge, d'origine sociale, de tout, en fait, même de niveau d'études. Et ça, c'est une grande bouffée d'air, en fait, pour des personnes qui se retrouvent de plus en plus cloisonnées chez elles, en fait, à ne pouvoir sortir. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais en tout cas, c'est souvent quelque chose qu'on voit aussi de très positif pour les gens. Et c'est les gens qui le disent. C'est de pouvoir re-rencontrer des personnes de tous horizons. Alors, il va être bientôt le moment de conclure. Alors, ce que je vais faire, c'est mettre dans le chat pour vous participants un lien vers un questionnaire de satisfaction que je vais vous laisser compléter dans le temps où on clôture ce webinaire. On avait aussi une question, alors je vais passer la parole à Sophie et Margot, une question par rapport au support que vous nous avez présenté, Margot. Est-ce que c'est un support qui existe dans le commerce ou un support que vous avez inventé? Et puis, je vais vous laisser nous dire si vous avez des événements à venir, des dates particulières où on pourrait vous suivre et vous retrouver. Et je poserai ensuite la même question donc, à l'association Altea Cabestan qui clôturera du coup là-dessus. Alors, pour le support, en fait, les images viennent d'un jeu de société qui s'appelle Dany, qui est très bien, mais qui comporte des cartes d'images comme ça, mais pas que. Donc, moi, j'ai juste récupéré les images. On peut aussi se servir des cartes du jeu Dixit, qui fonctionne bien. Et il y a un autre jeu qui s'appelle Feelings, voilà, en fait, il y a pas mal de jeux de société où il y a des images un peu surréalistes comme ça, qui sont des bons outils, je trouve. Pour les dates, pour la suite. Pour la suite, sortie de résidence. Donc on a une petite jauge, mais le 23 février au Moulin du Marais à Lezay, probablement à 19h, parce que c'est toujours à cette heure-là que se font les choses. Et puis après, pour les dates de représentation, les choses ne sont pas encore fixées, mais on les mettra... moi, sur le site de la compagnie La Lupa, qui est en cours de reconstruction, de création, qui va venir. Sur le Facebook de la vidéo, je pense.
On vous suivra de près, en tout cas. N'hésitez pas à passer les informations sur la place Nouvelle-Aquitaine, parce que nous, on aime bien avoir toutes ces infos et les diffuser ensuite. Et l'association Altea Gabestan, je vous laisse clôturer sur vos prochaines dates. Et je mets dans la conversation vos adresses de contact, si vous souhaitez vous participer ensuite, reprendre contact avec nos intervenants. Christophe et Hélène. La prochaine date, dans l'immédiat, c'est dans la continuité des journées d'action contre le lettrisme. Là. Donc, c'est la toute prochaine date sur du parrainage, c'est ce jeudi après-midi, sur un événement festif, pareil, un café discute dans de bonnes conditions. Et puis, vendredi matin, la sensibilisation auprès des partenaires. Après, sur la suite, on est toujours là. Mais... Oui, après les dates sont fixées, mais sur donc vendredi matin, sensibilisation des acteurs de la médiation numérique. Devrait y avoir au moins une autre date, on n'est pas fixée encore. Faut que ce soit précisé. Et puis les actions de parrainage, là, c'est pareil, les dates sont pas tout à fait calées, mais qui vont se poursuivre. On est en construction permanente sur le calendrier, donc c'est difficile de donner tout de suite. Donc là, dans l'immédiat, c'est vrai qu'il y a le gros, c'est cette semaine où ça se passe. Et puis après, derrière, ça va se poursuivre sur des dates qui sont en train de se caler. Et on pourra essayer de mettre de l'information sur la place. Oui, bien sûr. Oui. Super. Merci beaucoup en tout cas pour ces témoignages. On pourrait continuer encore 1 heure, mais on va vous libérer. Ce webinaire sera proposé en replay, je vous l'ai dit. Puis n'hésitez pas, après le webinaire, à reprendre contact les uns avec les autres et puis à continuer à échanger autour de ces beaux projets. Merci à toutes et tous d'avoir assisté et puis d'avoir été assez actifs sur le chat cet après-midi-là. Et on se retrouve très vite pour un prochain numéro des carnets de projets, en tout cas avant la fin de l'année 2023. Je vous remercie, à bientôt. Merci beaucoup.